Alors, le but, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette webconférence Maladie, handicap et emploi. Le but de cette... alors, attendez, parce qu'il y a de la transcription qui est mise en place. Voilà. Donc, le but, en fait, de cette webconférence, c'est de vous présenter à la fois les dispositifs de droit commun pour les professionnels avec des problématiques de santé ou en situation de handicap, et également les dispositifs qui sont pilotés par audience. On va articuler cette webconférence autour de deux thématiques. Dans un premier temps, les dispositifs d'accompagnement professionnel, et on vous présentera ensuite les dispositifs de soutien financier. Et après chaque partie, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Alors, est-ce que tout le monde a accès au support? Moi, je le vois. Vous voyez, ok. Sachez également qu'à la fin du support, alors d'une part, on pourra vous faire parvenir le support. Je pourrai le transmettre à Ghislain qui pourra vous le faire parvenir. Et vous aurez également nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter en fonction des demandes que vous pourriez avoir. Et je le rappelle, vous avez la possibilité ensuite, si vous n'avez pas forcément envie d'aborder vos situations personnelles dans le cadre de cette webconférence, vous avez la possibilité de nous solliciter ensuite dans le cadre d'entretiens individuels. Alors, voilà un peu le programme. Donc, dans un premier temps, on va vous donner quelques définitions et vous rappeler le contexte législatif de l'emploi et du handicap en France. Donc, comme je vous l'ai dit, on vous présentera ensuite les dispositifs d'accompagnement, à la fois les dispositifs de droit commun, mais également les dispositifs pilotés par audience. Et ensuite, les dispositifs de soutien financier. Alors, est-ce que tout le monde peut couper son micro? Et la caméra également pour qu'on ait une meilleure bande passante. Alors, Emma, je te laisse la parole. Oui, voilà, donc on va commencer cette présentation par la définition du handicap. Et il est vrai que dans la vie de tous les jours, quand on entend le mot handicap, on pense souvent à une personne en fauteuil roulant. Et voilà, donc l'objectif un peu de cette présentation d'une définition, c'est de voir qu'effectivement, la loi de 2005 conçoit finalement les choses de manière beaucoup plus large. Et donc, on va tout simplement considérer donc comme handicap toute situation, toute altération qui va avoir comme conséquence une limitation ou une restriction de l'activité, que ce soit dans la vie personnelle ou de tous les jours ou dans la vie professionnelle. Et cette altération étant bien sûr quelque chose qui va venir toucher les fonctions physiques ou mentales. Et donc, dans ce sens-là, à partir de cette définition-là, vont découler 5 catégories de handicap qu'on va voir sur la diapositive d'après. Sarah, est-ce que tu peux passer la diapositive d'après? Je l'ai passée, vous ne la voyez pas? D'accord. Très bien. Ouais. D'accord, très bien. Voilà, merci, ça y est pour moi aussi, hein, merci. Donc, les 5 catégories de handicap vont être le handicap sensoriel qui va affecter bien sûr toutes les fonctions qui concernent le sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Ça peut être un handicap moteur qui va venir toucher tout ce qui est système locomoteur, ou alors encore, on y pense un peu moins souvent, le système nerveux qui est très très étroitement lié au système locomoteur. Et donc, il y aura des conséquences dans ces cas-là sur la mobilité de la personne. Et puis, on a aussi beaucoup de handicaps moteurs au niveau des techniciens, au niveau des artistes. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Il y a par la suite tout ce qui est handicap mental. Alors, comme vous voyez sur la diapositive, c'est un type d'handicap qu'on va également en fait appeler intellectuel, parce que justement, ça va venir toucher les fonctions cognitives, donc tout ce qui est apprentissage, mémoire, la gestion des actes quotidiens, l'intégration de certaines règles, le fait de pouvoir, par exemple, mémoriser quelque chose, de pouvoir le restituer. Donc, c'est ce qu'on va assez souvent, voilà, donc il y a une fonction cognitive qui concerne donc la pensée qui va être touchée.
Alors ensuite, on va retrouver sur une autre catégorie les maladies invalidantes et le handicap psychique. Donc, autant le handicap mental, ça va toucher d'une manière un peu plus claire, en fait, les fonctions cognitives, donc les fonctions de la pensée. Le côté handicap psychique, en fait, ça va venir toucher quelque chose qui est aussi plus psychique, mais dans le sens, par exemple, de maladies comme la schizophrénie ou alors la bipolarité, qui va donc avoir des conséquences également sur la vie des personnes. Et quelque chose dont on ne parle pas forcément très souvent, c'est les maladies invalidantes. Donc, on est toujours sur les champs du handicap et quelque chose, ce sont des maladies qui ne sont pas visibles. Hein. Donc, les maladies invalidantes, ça peut être par exemple le cancer, ça peut être aussi bien le diabète, ça peut être quelques maladies orphelines, voilà un petit peu. Hein. C'est-à-dire que a priori, que ce soit pour l'handicap sensoriel, moteur, mental, psychique ou les maladies qui restent finalement, c'est quelque chose où on ne va pas forcément avoir accès facilement, on ne va pas forcément voir qu'il y a un problème, mais effectivement, cela n'empêche que le problème est toujours là. Voilà un peu par rapport à tout ce qui concerne la définition, un petit peu les différents types de handicap. Sarah, je te laisse présenter par la suite le contexte législatif. Est-ce que vous voyez la slide suivante? Oui. Oui. Okay. Alors, oui, c'est bon. Alors, il me semble aussi important de vous rappeler un petit peu le contexte législatif qui a un peu jalonné la question de l'emploi et du handicap en France. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont un peu suivi ces évolutions. En fait, il y a 3 grandes lois qui ont jalonné la question de l'emploi et du handicap en France. En fait, la première loi de 1987, c'est cette fameuse loi qui fixe en fait pour la première fois une obligation d'emploi spécifique pour les entreprises, les établissements de plus de 20 salariés qui doivent embaucher 6% de leur effectif de travailleurs handicapés. Donc, pour faire simple, une entreprise qui a 20 salariés devrait embaucher un travailleur handicapé. Et pour remplir cette obligation d'emploi, à l'époque, il y avait plusieurs moyens, donc soit directement recruter des salariés en situation de handicap, donc notamment avec la fameuse reconnaissance, donc la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il est également possible d'accueillir des stagiaires handicapés au sein de l'entreprise. C'est aussi un moyen de remplir l'obligation d'emploi. Maintenir en emploi, donc le maintien dans l'emploi, ça serait une personne qui déclarerait des problématiques de santé ou une situation de handicap en cours de carrière. Un des moyens également de remplir cette obligation d'emploi, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle le secteur du travail protégé et adapté, c'est-à-dire faire appel à des ESAT et des entreprises adaptées. C'est-à-dire que quand une entreprise ne peut pas recruter directement, elle peut ce qu'on appelle sous-traiter auprès d'une entreprise, auprès de ces entreprises, donc ces entreprises adaptées et ces ESAT, qui eux ont au sein de leur effectif entre 50 et 100% de travailleurs handicapés. Et une autre façon de remplir l'obligation d'emploi, c'est de conclure un accord d'entreprise ou une convention sur l'emploi de travailleurs handicapés auprès de l'AGFIP. Ça, on va vous reparler de cette structure ou de la directe. Et le dernier moyen de remplir l'obligation d'emploi, si les entreprises ne parviennent pas à atteindre ce taux de 6%, c'est de reverser une contribution à l'AGFIP. Donc l'AGFIP, pour essayer de vous expliquer simplement, en fait, c'est l'organisme collecteur, donc maintenant c'est l'URSSAF, mais qui ensuite reverse à l'AGFIP. Donc l'AGFIP collecte cette fameuse contribution des entreprises et ensuite l'AGFIP va financer différents dispositifs ou différentes aides financières justement pour les professionnels, salariés, artistes et techniciens intermittents, permanents, avec des difficultés de santé et avec surtout une reconnaissance administrative de la situation de santé. Ça, c'est vraiment la première loi qui fixe ce cadre. La loi de 2005 va plus loin en fait en précisant la notion de handicap. Donc, la définition que vous a donnée Emma est tirée de cette loi. Et en plus, on renforce le montant de la contribution pour les entreprises qui n'auraient mis en place aucune action en fait sur 3 ans. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'aurait mis en place aucune action a une surcontribution avec un montant qui peut devenir assez élevé.
Et la dernière réforme qui est assez récente, qui est liée à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui en fait a été mise en place de façon opérationnelle depuis 2020, refonte l'obligation d'emploi et en fait elle met vraiment en avant l'emploi direct. Et maintenant, tout ce qui est sous-traitance auprès du secteur protégé adapté va venir en déduction. Est-ce que déjà, là, par rapport au contexte législatif et aux définitions qui ont pu vous être données, vous avez des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une petite question, Oui. enfin, sauf s'il y en a d'autres. Il n'y a rien sur les entreprises de moins de 20 salariés? Alors, justement, dans le cadre de la réforme, il n'y a pas d'obligation. Par contre, maintenant, toutes les entreprises, même celles qui ont moins de 20 salariés, sont tenues de déclarer leur nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. En gros, leur nombre de travailleurs handicapés, leur nombre de salariés qui auraient une pension d'invalidité ou autre. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi, mais qui ont quand même dans leur effectif des travailleurs handicapés. Donc, ça permet en fait maintenant le fait que, parce qu'avant cette réforme, c'était uniquement les entreprises de plus de 20 salariés, un, qui étaient soumis à l'obligation d'emploi et deux, du coup, qui déclaraient cette obligation d'emploi. Maintenant, ce sont toujours les entreprises de plus de 20 salariés qui sont soumises à cette obligation d'emploi, mais toutes les entreprises, par contre, doivent déclarer. Ça permet vraiment d'avoir une image concrète de la représentation des travailleurs handicapés au sein des entreprises. Donc, cette obligation ne concerne toujours que les entreprises. En effet, quand la réforme était en cours, on se demandait justement si le gouvernement n'allait pas élargir cette obligation d'emploi même aux entreprises de 20 salariés. Ça n'a pas été fait. Par contre, il y a maintenant cette obligation de déclarer au travers de la DSN tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. D'accord. Il y a d'autres questions? Quelqu'un a levé la main? N'hésitez pas. Oui, allez-y. Je voulais savoir, avoir une idée du montant de la contribution du coup pour les entreprises qui ne respectent pas ce pourcentage. Alors, c'est à peu près par unité bénéficiaire manquante. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise, pour faire simple, pour schématiser, une entreprise qui a 20 salariés, c'est à peu près 4 000 ou 4 200 euros par unité bénéficiaire. Et sachant que si une entreprise n'a rien fait, il y a une surcontribution qui est 3 fois à peu près 4 000 euros. Donc, on arrive à entre 12 000 et 14 000 euros pour une entreprise de 20 salariés. Et donc, à chaque fois, c'est 6% de l'effectif. C'est clair? Oui. Oui. Pardon. Il y a d'autres questions? Alors, donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les dispositifs d'accompagnement. Alors, donc, on a souhaité commencer justement par les dispositifs qui sont pilotés par Audience. Est-ce que tout le monde voit bien le slide? Oui. Oui. Merci. Alors, donc, en fait, depuis 2014, à Audience, nous avons mis en place ce qu'on appelle des accompagnements à 360 degrés, qui sont en fait des accompagnements spécifiques pour tous nos professionnels, que ce soit des artistes et techniciens intermittents du spectacle, des permanents, des journalistes, des pigistes, confrontés à des difficultés de santé ou en situation de handicap, et pour qui la question du maintien ou du retour à l'emploi se pose du fait de la situation de santé. Donc concrètement, en quoi consiste cet accompagnement? C'est vraiment, qu'on a qualifié à 360 degrés, parce que c'est vraiment un accompagnement global, qui vise vraiment à sécuriser la situation sociale et financière. En fait, pourquoi on a mis en place ces accompagnements? En fait, on constatait dans le cadre d'autres dispositifs dont on va également vous parler, notamment le dispositif du fonds de professionnalisation ou au travers des aides financières qui sont proposées au sein du service d'action sociale, qu'un certain nombre de professionnels nous contactaient au départ pour une question financière. Et en fait, mes collègues se rendaient compte que les difficultés financières, en fait, étaient dues à des difficultés de santé. Et du fait des difficultés de santé, moins d'activité professionnelle. Et face à ces difficultés de santé, on constatait qu'il y avait de la part des professionnels qu'on accompagnait, une forte méconnaissance des dispositifs liés à la santé. Et on constatait aussi des fortes réticences à enclencher les démarches de peur que
si les difficultés de santé étaient sues du fait auprès de l'entourage professionnel ou des entreprises, il y avait vraiment cette peur que les employeurs ne fassent plus appel à eux. Donc, il y a tout un travail déjà d'information des dispositifs, de lien avec le service d'action sociale d'audience en cas de difficultés financières. On va également vous en parler, des soutiens financiers. Et on a également tout un travail, donc notamment Emma et moi, d'accompagnement sur cette démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Donc là, on vous a fait une petite slide sur ce statut-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé de l'AGEFIP, qui en fait va venir en soutien financier pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des aides qui sont liées à l'activité professionnelle. En fait, ce qui est important de savoir, c'est pas le fait d'avoir une difficulté de santé qui vous permet de mobiliser les aides de l'AGEFIP. Il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance administrative de votre situation de santé. La plupart du temps, cette reconnaissance passe par le statut de travailleur handicapé. Alors, on vous a fait voilà, un petit focus sur ce statut-là. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est une démarche personnelle et volontaire et que vous allez être l'unique destinataire de la décision. C'est-à-dire que vous faites la demande, vous recevez la décision, vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos employeurs. Vous pouvez, par exemple, mobiliser ce statut uniquement pour solliciter les aides de l'AGEFIP. Alors, les aides de l'AGEFIP, ça peut être des aides sur, par exemple, des aides au niveau du financement de formation, des aides au niveau de l'aménagement du poste de travail. Et pour avoir cette reconnaissance, alors c'est vrai qu'on parle de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, handicap, c'est, voilà, comme l'a dit Emma, on a souvent l'image d'une personne à mobilité réduite. Ça, c'est pas la majorité des cas. En fait, on parle vraiment de handicap par rapport à l'activité professionnelle. Donc là, on vous a cité quelques exemples. Voilà, un technicien, un régisseur qui aurait des problèmes de dos, qui entraînerait des restrictions, par exemple, sur le port de charge, ce technicien peut avoir accès à ce statut de travailleur handicapé. Alors ça, c'est des situations qu'on a déjà accompagnées. Hein. Voilà. Moi, j'ai notamment accompagné une musicienne qui avait des difficultés visuelles. Alors, elle pouvait continuer à exercer son activité. Par contre, elle avait quand même besoin de logiciels adaptés. Et pour avoir des financements sur ces logiciels adaptés, il fallait qu'on mette en place ce statut de travailleur handicapé pour ensuite pouvoir mobiliser les aides de l'AGEFIP. Il est important de savoir aussi que ce statut de travailleur handicapé, jusqu'à présent, était toujours accordé pour une durée déterminée. En moyenne, c'était sur 5 ans. Depuis la réforme, le statut peut être accordé de façon définitive, vraiment pour les handicaps irréversibles. Voilà, une personne qui serait aveugle, voilà, c'est aberrant de lui demander tous les 5 ans de rejustifier de sa situation médicale, ou voilà, une personne qui aurait été amputée d'un bras, etc. Voilà. Donc, pour les handicaps irréversibles, le statut maintenant, depuis 2020, peut être accordé de façon définitive. Pour les autres, c'est pour une durée déterminée. Ça peut, par exemple, vous permettre d'enclencher, si vraiment vous ne pouvez plus exercer votre métier, ça peut être ce temps, par exemple, si c'est accordé pour une durée de 5 ans, ça peut être un temps pour mettre en place une reconversion. Si ensuite vous êtes sur un projet de reconversion et que les difficultés de santé n'ont plus de répercussions sur votre activité professionnelle, il n'y a pas d'obligation, en tous les cas, de remobiliser ce statut de travailleur handicapé. Donc concrètement, nous, dans le cadre de nos accompagnements, on accompagne sur cette démarche-là. Alors, on propose également à Audience, au sein du service d'accompagnement solidaire et social, ce qu'on appelle des séminaires d'aide au retour à l'emploi. C'est-à-dire que si du fait de votre situation de santé, ou si voilà, dans votre entourage, vous avez connaissance voilà, de collègues qui ont des problèmes de santé et qui se posent des questions sur le maintien de leur activité professionnelle du fait de la situation de santé, on propose donc des séminaires d'aide au retour à l'emploi pour vous aider à structurer un projet qui soit plus en adéquation avec votre situation de santé. C'est des séminaires qui sont financés par les fonds sociaux d'Audience. Donc, alors ça, ces séminaires, c'est vraiment pour les demandeurs d'emploi. Donc, du coup, si vous ne voulez pas mobiliser vos droits sur votre compte personnel de formation, ça peut être une solution. Les séminaires sur Paris ont lieu en présentiel. Et du fait de la crise sanitaire, on a un peu démultiplié les séminaires à distance. Donc maintenant, on a un rayonnement plus national à distance. Et on a aussi la possibilité, donc pour les professionnels qu'on a accompagnés avec le statut de travailleur handicapé, de faire des mises en relation. Ça, on va vous en parler
ensuite dans le cadre de la mission handicap du spectacle vivant enregistré. Alors, on a en fait, donc ça, ces accompagnements existent depuis 2014. On a accompagné plus de 700 professionnels du secteur sur toutes ces questions-là. La majorité des professionnels qui nous contactent au départ n'ont pas le statut de travailleur handicapé. C'est important que vous sachiez qu'il n'y a pas d'obligation quand vous prenez contact avec nous hein, de mettre en place ce statut. Nous, on vous informe, on vous indique ce que ce statut peut vous apporter. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez voilà, enclencher la démarche. Et tout ce travail, en fait, se fait en lien avec un réseau de partenaires, en fait, en parallèle, en fait, à ces accompagnements en individuel. Dès 2014, on a constitué une plateforme d'accueil, de conseil et d'orientation qui, en fait, regroupe des acteurs clés du secteur de l'emploi, de la culture et de la santé, parce qu'on se rendait compte que les structures vraiment spécialisées sur la santé, par exemple la MDPH, hein, qui attribue le statut de travailleur handicapé, ou la sécurité sociale, n'avaient aucune connaissance des particularités, des spécificités de nos métiers. Et en parallèle, par exemple, Pôle emploi spectacle n'était pas vraiment au courant des aides de la MDPH. Donc le but, c'était vraiment d'avoir des interlocuteurs clés au sein de structures spécifiques du champ de l'emploi, de la santé et de la culture. Donc là, vous avez cité les principales, hein, Pôle emploi, l'AFDAS. Alors le CMB a changé de nom, je n'ai pas changé le slide, mais ils sont devenus Tali Santé, qui est la médecine du travail spécifique pour les intermittents. Cap emploi, on va également vous en parler. Le but, en fait, c'est d'avoir des interlocuteurs dédiés au sein de chacune de ces structures et du coup, de faciliter le suivi de nos professionnels. Et donc, la porte d'entrée vers ces accompagnements globaux à 360 degrés d'audience peut se faire à différents niveaux. Donc, ça peut être la porte d'entrée, l'action sociale d'audience, mais ça peut être la porte d'entrée Pôle emploi spectacle ou l'AFDAS. À partir du moment où ils ont un professionnel avec une problématique de santé, ils peuvent nous orienter. Et nous, inversement, on peut orienter vers le réseau de partenaires en fonction de la problématique de la personne. On a souhaité également vous présenter un dispositif qui s'appelle le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle. Parce qu'en fait, ce dispositif-là fait partie en fait du réseau de la plateforme dédiée. Alors, ce dispositif-là est spécifique pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle. C'est un fonds du ministère de la Culture. Il est dédié aux professionnels confirmés, c'est-à-dire qui auraient eu 5 périodes d'indemnisation au titre des annexes 8 et 10 sur les 10 dernières années. Et même si au moment où vous nous contactez, il y a une perte du statut. Le critère, c'est vraiment 5 périodes d'indemnisation sur les 10 dernières années. C'est un dispositif de sécurisation du parcours professionnel qui s'articule autour de 2 grands axes. Un accompagnement professionnel avec une mise en relation avec un consultant. Alors, c'est un accompagnement qui est assez circonscrit dans le temps. C'est en maximum 7 heures d'entretien. Il faut que vous ayez un projet professionnel défini, que ce soit un projet de maintien d'activité ou sur un projet de reconversion. Donc ça, c'est la première partie, c'est le volet sécurisation professionnelle. Et il y a tout un volet d'aide financière. Alors, les aides financières ont été prédéfinies par le ministère de la Culture. Il existe notamment une aide sur les outils de communication. Ça peut être des nouvelles photos, un site internet. Ça peut être une aide à l'enregistrement d'une bande démo, son ou vidéo, une aide autour de l'acquisition de logiciels professionnels qui peut concerner à la fois les techniciens mais aussi les musiciens pour tout ce qui est par exemple MAO. On a une aide à la réparation de matériel qui peut concerner les musiciens, une aide à la réparation d'instruments de musique. Il y a également une aide dans le cadre, ce qu'on appelle une aide alimentaire dans le cadre d'une formation. On vous a mis également les coordonnées du dispositif du fonds de professionnalisation. Donc, le fonds de professionnalisation, ça n'est pas un dispositif spécifique pour les professionnels qui ont des difficultés de santé. C'est spécifique pour les artistes et techniciens du spectacle intermittents. Mais les professionnels qui ont des difficultés de santé, une fois que le projet a bien été identifié, peuvent également être accompagnés dans le cadre du fonds de professionnalisation.
Et alors, on souhaitait également vous présenter la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, donc structure au sein de laquelle nous intervenons avec Emma. Alors, la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, c'est en fait un élargissement de la première mission handicap de la branche de la production audiovisuelle qui a été pilotée par Audience entre 2017 et septembre 2020. Et cette mission handicap de la branche de la production audiovisuelle, elle a été élargie depuis septembre 2020 à d'autres secteurs. Et donc, elle est devenue la mission handicap spectacle vivant et enregistré. Et dans ce cadre-là, donc elle a été élargie. Donc, on couvre toujours le secteur de la production audiovisuelle, mais se sont ajoutés les secteurs du cinéma, donc spectacle vivant, théâtre, musique, danse, la radio, l'édition musicale et phonographique, ça je l'ai cité, et les prestataires techniques spectacle vivant et enregistré. La particularité en fait de la mission handicap, donc dans le cadre de la mission handicap, on accompagne toujours les salariés de ces branches-là sous nos accompagnements à 360 degrés, donc les salariés avec des difficultés de santé. La particularité de la mission handicap, c'est que on accompagne maintenant également les entreprises de ces champs-là sur toutes les questions liées à l'obligation d'emploi. Donc, je vous ai rappelé dans le cadre de la loi, en fait, de la première loi de 87 qui avait différents moyens de remplir l'obligation d'emploi. Et en fait, on accompagne les entreprises sur tous ces différents champs pour remplir l'obligation d'emploi. Donc, notamment en termes de recrutement. En fait, comme on a accompagné un certain nombre de professionnels avec des difficultés de santé et un certain nombre peuvent continuer à exercer leur métier, en fait, on a constitué une petite CVTech comporte à peu près 80 professionnels et on peut faire des mises en relation. Et là, en fait, l'année dernière, il y a à peu près 15 professionnels qui ont été embauchés qui ont été recrutés, majoritairement sous des contrats d'intermittents, mais on a eu aussi 2 contrats de permanents, des CDI qui ont pu être conclus suite à des mises en relation qui ont été faites au travers de la mission handicap du spectacle vivant enregistré. On accompagne aussi sur tout ce qui est sous-traitance auprès du secteur protégé. On accompagne sur des questions de maintien dans l'emploi quand une entreprise aurait des questions par rapport à un salarié qui aurait des difficultés de santé en cours de carrière. Est-ce que vous avez des questions déjà parce qu'ensuite je vais vous présenter des dispositifs qui ne sont pas liés à Audience. Est-ce que vous avez des questions sur les accompagnements vraiment spécifiques pour nos professionnels, sur le fonds de professionnalisation, sur la mission handicap? Pas de questions? Moi, j'avais une question, Sarah, parce qu'on nous a remonté que c'était très compliqué de remplir très compliqué, lourd administrativement en tous les cas de remplir les demandes de RQTH. Jusqu'où l'accompagnement d'Audience il va avec les professionnels, si un technicien ou autre a des difficultés pour remplir ce dossier, est-ce que vous l'accompagnez vraiment concrètement dans la oui. On le reçoit et on remplit le dossier avec lui. D'accord. Ouais, super. Là, avec le Covid, on le faisait à distance, mais ça peut être à distance ou sur site. En fait, c'est vrai c'est pour ça qu'on a mis en place ces accompagnements, parce qu'on s'est rendu compte, alors je ne sais pas si certains ont eu accès au dossier de la MDPH, en gros, on demande, êtes-vous salarié, êtes-vous demandeur d'emploi? Donc, un artiste ou technicien intermittent, il est un peu sur les deux volets. Donc, nous, et on a aussi acquis une expertise pour savoir quoi mettre en avant pour que ça parle aussi à la MDPH. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va mettre sur régisseur, les professionnels de la MDPH, oui, ça je ne vous ai pas expliqué. Donc, une fois que le dossier est envoyé à la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va statuer sur les demandes qui ont été faites, donc notamment cette demande de statut de travailleur handicapé. Et donc, l'équipe pluridisciplinaire est en général un médecin, une assistante sociale, un éducateur, etc. Et pour beaucoup, ils n'ont pas une connaissance précise de ce que représentent les métiers du spectacle. Donc, quand on accompagne, par exemple, un technicien son ou un régisseur, je leur dis, vous pouvez mettre des photos, par exemple, de ce que représente le poids du matériel que vous transportez ou préciser. Pareil, un caméraman, vraiment qu'il y ait une vision précise de ce que représentent les réalités des métiers. Donc concrètement, oui, on accompagne, on remplit alors on ne va pas le faire à la place de la personne, mais on va l'aider. Alors ce que je fais pas mal aussi, c'est que quand les personnes ont du mal,
je leur laisse préparer, parce qu'en fait, il y a toute une partie qui s'appelle projet de vie. Donc, je leur dis un peu ce qui est important. En gros, il faut faire remonter en quoi la situation de santé a des répercussions au niveau professionnel. Je leur demande de rédiger déjà quelque chose, de me l'envoyer, puis ensuite, voilà, on le retravaille ensemble. Mais concrètement, oui, on accompagne sur ce dossier qui n'est pas évident pour les artistes et techniciens intermittents. J'avais une autre question aussi. Bon, allez-y. Du coup, oui, bonjour. Je m'appelle Lola Lemaire et je suis membre du CSEC à la scène nationale de Malakoff. Je suis aussi assistante administrative et technique. J'avais une question, vous en avez peut-être parlé au tout début, mais comme j'avais des problèmes de connexion, est-ce qu'il existe une liste ou comment se fait la détermination de la maladie, de la maladie, pas professionnelle, de la maladie par exemple? Alors, c'est-à-dire, comment ça, la détermination? Est-ce qu'il y a une liste ou, je ne sais pas, des critères? Pour avoir le statut de travailleur handicapé? Oui, ou que ce soit reconnu comme une maladie pouvant... D'accord. Alors, ça, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé du statut de travailleur handicapé. Il faut vraiment, si vous voulez, il n'y a pas du tout de liste préétablie. Il faut mettre en avant en quoi vos difficultés de santé ont des répercussions sur l'activité professionnelle. J'ai cité un régisseur avec des problèmes de dos. Pour que ça parle plus, enfin, c'est pas dans le secteur, mais par exemple, une coiffeuse qui déclarait une allergie aux produits qu'elle utilise, elle peut avoir le statut de travailleur handicapé. C'est-à-dire que dans sa vie quotidienne, enfin si en plus les coiffeuses, c'est vrai qu'il y en a dans le spectacle, au quotidien, elle n'est pas handicapée, mais pour maintenir son activité professionnelle, ça peut être compliqué. Donc il faut vraiment mettre en avant en quoi votre situation de santé représente un handicap sur votre activité professionnelle. Il n'y a pas du tout de liste préétablie. Les seules listes préétablies, c'est pour être reconnu, par exemple en ALD, affection de longue durée, mais ça c'est autre chose, par la sécurité sociale. Et là, il y a en effet une liste. Mais pour avoir le statut de travailleur handicapé, il n'y a pas une liste de métiers. C'est juste mettre en avant les conséquences de votre situation de santé au niveau professionnel. Merci. Moi, j'avais une question, c'est-à-dire c'est qui... Ah bon, vous n'avez pas fini? Non, c'est bon, on a fini, je viendrai après, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, si, parce que moi, je n'ai pas assez de connexion pour mettre mon visage. Donc, moi, c'était la question, c'est les accompagnements, ils sont faits par qui exactement? À audience? Oui. Par Emma et moi-même. D'accord. Et vous avez quelle formation, vous, du coup? Moi, je suis psychologue du travail. Et moi, je suis psychologue clinicienne travaillant dans le domaine du travail. D'accord. Donc, en fait, ce qui serait peut-être bien, enfin, moi, je dis ça, c'est d'avoir des artistes ou des techniciens qui vous accompagnent parce que moi, je trouve que souvent, dans les dispositifs comme ça d'accompagnement, même de reclassement ou de changement d'une carrière d'artiste, c'est long, quoi. Ça dure 40 ans et on ne fait pas notamment les mêmes choses tout le temps. Donc, c'est ce que j'ai remarqué dans des dispositifs, c'est que l'expertise, en fait, étant donné que effectivement, on acquiert énormément de compétences, de plein de choses diverses et variées. L'expertise, elle est très difficile à faire sur des artistes si on n'a pas fait le métier, en fait. Des artistes ou des techniciens du spectacle. C'est pour ça que, est-ce que vous faites accompagner de professionnels pour l'expertise, en fait, pour pouvoir coller au mieux à la personne et à sa demande de professionnels du spectacle, en fait. Voilà, la question, elle est là. En fait, nous, on a acquis une expertise depuis... en fait, moi, je travaille dans le cadre du fonds de professionnalisation depuis son existence. Du coup, depuis plus de 12 ans, j'accompagne des artistes et techniciens du spectacle. Donc, audience, on a vraiment... dans le cadre du fonds de professionnalisation, on a vraiment une expertise sur les métiers, les conditions d'exercice du métier. Et on travaille aussi en lien avec la médecine du travail, qui ont aussi une équipe spécialisée sur l'accompagnement des artistes et techniciens. D'accord. Mais merci. Emma, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, voilà. Après, en fait, il est vrai que ce que vous dites, c'est une question qui se pose dans tout métier, dans toute reconversion. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. On comprend que vous ayez envie de l'aborder. Après, c'est vrai que nous, dans le cadre du fonds de professionnalisation, on a en fait la spécificité
qu'on va travailler avec des consultants qui ont, par exemple, exercé des métiers d'artistes ou de techniciens et on oriente en fait selon le projet, selon le parcours. On va, si vous voulez, nos consultants, ils sont dans toute la France et c'est vrai qu'ils vont avoir un double profil, si on peut le dire ainsi, ou un double parcours. Ils vont aussi bien être où ils ont été des professionnels du spectacle, de la culture, et en même temps, ils ont des compétences en coaching, accompagnement en fait. Donc, c'est ce qui fait. Alors, ce type d'accompagnement, je tiens à le dire, hein, parce que voilà, moi, je suis au Fonds de professionnalisation depuis 2016. J'ai travaillé avant pour des secteurs beaucoup plus généralistes. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, mais avec un vrai besoin, comme vous l'avez très justement dit. Hein, mais par exemple, en industrie, vous n'avez jamais quelqu'un qui soit spécialisé dans l'industrie pour faire les accompagnements, par exemple. Et voilà, c'est vrai qu'on est sur un secteur très particulier. Et donc, le réseau de consultants, il est spécialisé également. Est-ce que cela répond en partie ou complètement à votre question? Allô? Oui, je vous entends. Oui, d'accord, oui. c'est moi alors. Ça répond à ma question, mais ouais. En même temps, en fait, ce qui est compliqué dans le spectacle, c'est que les parcours d'artistes ou du technicien peuvent être très chaotiques, passer par des moments d'embellir, redescendre et tout. Ce qui fait que les compétences, elles sont autant oui, il y a eu plein de formations aussi, et puis au contact, par capillarité, il y a plein de choses qui passent. Du coup, en fait, chaque cas est vraiment particulier. Donc, comme c'est une mission handicap dans le spectacle vivant et enregistré, en fait, un artiste, il reste artiste toute sa vie, même si, par exemple, un rocker, comme moi, je trouve que monter à 60 ans sur scène pour faire du rock, voilà, je le sens pas, voilà, parce qu'il y a une énergie, quelque chose de différent. Donc, en fait, on passe par plein de parcours différents, même s'il y a des moments ça a bien marché, mais du coup, je trouve que c'est pas souvent pris en compte dans le sens où les gens qui accompagnent, en fait, c'est pas une histoire d'expertise, c'est-à-dire souvent les artistes eux-mêmes ignorent en fait leurs compétences. Est-ce que vous avez une façon de pouvoir en fait ajuster au mieux pour chaque cas qui a effectivement par nature particulier quoi, et non pas un parcours. Ouais. C'est vraiment ce qu'a précisé Emma, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec un réseau de consultants qui ont été choisis en fait par audience du fait de leur expertise dans le secteur. Et c'est vraiment c'est des entretiens individualisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grille toute faite. Et donc ça, c'est les accompagnements du fonds de professionnalisation. Il faut savoir aussi que dans les dispositifs de droit commun, il y a des bilans de compétences qui sont aussi faits par des cabinets spécialisés. Et certains qui sont spécialisés aussi dans le spectacle vivant. Donc, un bilan de compétences, c'est 24 heures. Justement, c'est ça. Moi, j'en avais fait une fois un bilan comme ça de compétences. Et en fait, il y avait des cases qui étaient à remplir, mais en fait, il y avait des choses qui ne rentraient pas dans les cases, qui étaient entre les deux. C'est pour ça qu'on a mis en place. C'est pour ça que depuis quelques années, on a mis en place des accompagnements spécifiques pour les professionnels des secteurs de la culture. Parce qu'en effet. Donc, c'est les secteurs dont vous parliez tout à l'heure. Oui. C'est ça? Oui. D'accord, ok. D'accord. C'est pour mieux cerner l'histoire. D'accord. Donc, en fait, vous commencez toujours par là, en fait, par ce. Après, si vous voulez, en fonction de la demande, c'est-à-dire que la demande de chaque professionnel est différente. C'est-à-dire que. Oui, voilà, effectivement. Voilà, donc après, en fonction de la demande, on va orienter soit vers le fonds de professionnalisation, soit vers les accompagnements santé si la demande est à ce niveau-là, soit s'il y a une question au niveau de la formation, ça va être vers l'AFDAS, etc. On essaie vraiment, en fonction de la problématique de la personne, de trouver la solution la plus adaptée, et bien sûr en tenant compte des spécificités des métiers. D'accord. Ok. Je vous remercie. Alors, on a encore une petite présentation du dispositif d'accompagnement et puis ensuite, on passera sur les soutiens financiers. Donc là, c'est des dispositifs d'accompagnement de droit commun. Donc, on vous a cité le SAMED Cap Emploi.
Donc, le Cap Emploi Samet, c'est à la fois pour des permanents et également pour les artistes et techniciens du spectacle qui auraient un risque de perte d'emploi du fait de la situation de santé. En fait, les Cap Emploi Samet, pour faire simple, c'est l'équivalent des pôles emploi, mais pour les professionnels qui auraient une reconnaissance administrative de leur situation de santé, donc notamment pour les travailleurs handicapés. On vous a vraiment rappelé le rôle clé du médecin du travail, et notamment, ça c'est plus pour les artistes et les techniciens du spectacle, parce que comme je vous l'ai dit, on a monté cette plateforme de conseil d'orientation qui regroupe notamment la médecine du travail spécifique. Et on travaille vraiment en lien avec eux parce que le médecin du travail, voilà, comme vous l'avez dit, les métiers du spectacle, c'est des métiers particuliers. Et là, c'est vraiment une médecine du travail spécifique. Et du coup, ça permet en fait d'avoir l'avis du médecin du travail sur les capacités, les compétences du professionnel à continuer ou pas son activité. Et après, le médecin du travail est bien au courant que pour un artiste et technicien intermittent, le fait de mettre des restrictions d'aptitude, ça peut rendre l'activité difficile. Donc, en général, on travaille en parallèle. Si vraiment le médecin du travail pose une restriction d'aptitude, c'est quand il juge que le professionnel se met en danger en continuant son activité ou met en danger son collectif de travail. Et dans tous les cas, s'il y a des restrictions d'aptitude, il y a tout un travail d'accompagnement qui va être mis en place. Il faut savoir que à la médecine du travail, donc qui s'appelle maintenant Tali Santé pour les artistes techniciens intermittents, il y a une psychologue ergonome qui peut faire des études de poste, notamment pour les artistes et techniciens intermittents, et identifier des besoins d'aménagement du poste ou de l'activité professionnelle. On parle plus d'activité pour un intermittent. Et là, récemment, nous avons accompagné, donc en lien justement avec la médecine du travail, un chargé de diffusion qui avait des difficultés visuelles et du fait de ces difficultés visuelles, en fait, il avait une mauvaise position sur son ordinateur. Donc, l'ergonome, c'était dans le cadre de la crise sanitaire, donc il travaillait essentiellement de chez lui. Donc, l'ergonome a fait une étude de son poste de travail. Elle a émis des préconisations avec il y avait un siège adapté pour qu'il ait une meilleure position. Il y avait une aide au financement aussi d'un ordinateur adapté, enfin d'un ordinateur, avec des logiciels en fait adaptés aussi à la vue. Et ensuite, voilà, des financements. Donc, on a accompagné la personne sur le renouvellement de son statut de travailleur handicapé. Et ensuite, on a pu solliciter justement au travers de Cap Emploi Samet des aides de la justice. En fait, Cap Emploi Samet, c'est une des structures qui peut mobiliser les aides de la GFIP. Et on a aussi voulu vous rappeler un peu la sécurité sociale, vous rappeler le fait qu'un arrêt maladie, c'est 3 ans maximum. Alors, je pensais qu'on vous l'avait mis, on vous l'a pas mis là. Il y a aussi, en fait, il y a eu des aménagements pour les artistes intermittents du spectacle pour les conditions d'accès à l'arrêt maladie. En fait, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures. Et maintenant, en fait, on parle d'un nombre de cachets pour les artistes. En fait, on s'est rendu compte dans le cadre de nos suivis en 2014 que certains artistes et techniciens avaient leurs 507 heures, donc étaient indemnisés par Pôle emploi. Mais en fait, à ce moment-là, il fallait justifier de 800 heures auprès de la sécurité sociale sur les 12 derniers mois pour ouvrir des droits aux indemnités journalières. Donc, on avait des professionnels qui travaillaient régulièrement indemnisés par Pôle emploi, mais en cas de problématique de santé, comme ils n'avaient pas les 800 heures, ils n'étaient pas indemnisés. Donc nous, alors Audience, on est aussi là pour faire remonter un certain nombre de choses en fait. Et il y a eu un changement législatif. Maintenant, c'est 600 heures sur les 12 derniers mois. Et en plus, il y a eu un aménagement pour les artistes où on parle d'un certain nombre de cachets. On vous a aussi parlé d'un dispositif qui s'appelle le mi-temps thérapeutique. Alors là, qui est difficilement mobilisable pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle. C'est majoritairement, enfin, c'est que pour des permanents. En général, le mi-temps thérapeutique, il arrive après une période de longue maladie. Et en fait, ça vous permet de reprendre votre activité à temps partiel ou à mi-temps avec un maintien de votre salaire. C'est-à-dire que si vous reprenez à mi-temps, votre temps de présence dans votre entreprise vous allez être rémunéré par votre employeur et l'autre mi-temps, vous allez continuer à être indemnisé par la sécurité sociale. Et là, il faut un accord du médecin du travail pour
pour avoir accès à ce mi-temps thérapeutique. En tout cas, c'est le médecin du travail qui lance la demande qui ensuite doit être accordée par le médecin conseil de la sécurité sociale. On vous a également parlé de ce qu'on appelle un dispositif d'essai encadré. Pareil, alors moi j'ai réussi à en mettre en place un pour un artiste, c'est un technicien intermittent du spectacle, mais majoritairement c'est plutôt pour des permanents qui sont rattachés à une structure. En fait, ça permet, alors en général pareil, ça intervient dans le cadre d'un arrêt plutôt de longue durée, quand on se pose des questions sur la reprise possible du poste et éventuellement quels seraient les besoins en termes d'aménagement du poste de travail. En fait, l'essai encadré se passe pendant l'arrêt maladie. Donc, il faut demander bien sûr l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale. C'est maximum 14 jours renouvelables. Donc, ça vous permet de retrouver votre poste de travail, de vous rendre compte si c'est possible ou pas en fait de reprendre l'activité. Et surtout, ça vous permet d'identifier les besoins en termes d'aménagement éventuellement du poste de travail. Et surtout, ça vous permet de ne pas interrompre votre arrêt maladie. Alors, j'en ai fini avec les dispositifs d'accompagnement professionnel. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Je suis suivie à Cap Emploi et justement pour reconversion professionnelle. Et du coup, j'ai la RQTH et j'ai envie de travailler dans le secteur de la culture et c'est énormément compliqué en fait. Donc, du coup, vous dites qu'il y a un dispositif d'accompagnement, mais j'ai l'impression que c'est vraiment difficile. Ou alors, j'ai pas la bonne interlocutrice en face de moi, peut-être. Au départ, vous êtes du secteur de la culture ou vous souhaitez aller vers le secteur de la culture en fait? Disons que j'ai fait du bénévolat. Après, voilà, j'ai pas vraiment. Après, j'ai un peu travaillé. J'ai été agent d'accueil à la ville de Clermont-Ferrand. Mais du coup, je trouve que c'est un peu compliqué. Alors après, Cap Emploi peut être là pour vous aider à identifier en fait les formations. Et après, tout ce qui est, en fait, ce qu'il y a, c'est que Cap Emploi n'ont pas forcément d'entreprises du secteur. C'est pour ça qu'après, n'hésitez pas à nous recontacter pour que nous, voilà, on vous accompagne. Oui, c'est ça, parce que pour eux, je pense qu'ils, voilà, les métiers les métiers dont vous parlez, pour eux, ça leur parle pas et c'est vrai que c'est vraiment compliqué et du coup, voilà, je sais pas trop comment faire, quoi. Vous voulez aller vers quel métier exactement? Pour l'instant, je sais pas, mais voilà, il faudrait que ça soit compatible avec la situation de handicap, quoi. D'accord. Après, voilà, c'est vrai qu'une fois que vous aurez vraiment identifié vers quel métier vous souhaitez aller, reprenez contact avec nous et nous, on verra ensuite, voilà, pour d'éventuelles mises en relation avec des entreprises. C'est vrai que Cap Emploi peut vraiment, leur spécificité, c'est qu'ils peuvent vous proposer des prestations spécifiques d'accompagnement en fonction de votre situation de santé. C'est ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc après, normalement, à un moment, vous devriez avoir voilà, un projet qui doit être mis en place. Et en fonction de ça, voilà, nous recontacter pour nous voir voilà, dans quel cadre. Oui, ça, je ne voulais pas préciser. C'est vrai que dans le cadre de la mission handicap, on accompagne les professionnels majoritairement qui ont déjà de l'expérience professionnelle. On accompagne également les jeunes diplômés. Donc, si vous sortez de formation, on a la possibilité voilà, de vous accompagner également. D'accord. OK. Il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question encore, c'est sur le fait que souvent, on parle souvent ça doit être sur les 12 derniers mois ou les 5 dernières années, mais en fait, il y a dans certaines, parce que j'imagine que le handicap mental, vous le prenez en charge aussi, c'est-à-dire, voilà. Donc, du coup, souvent, la personne, elle n'en a pas conscience tout de suite. C'est souvent, je ne sais pas, imaginons un acteur, une actrice qui vieillit, qui n'arrive plus à trouver les mêmes rôles, qui a changé de ville, qui n'a plus le même réseau, qui ne retrouve pas les mêmes appuis, qui a des difficultés en même temps dans sa vie. Enfin, je ne vais pas faire cela, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et du coup, au bout d'un moment, il y a un épuisement, mais la personne, elle est sortie des clous de la, entre guillemets, de pouvoir être rémunérée au titre d'un annexe 8 ou 10, parce que, voilà, parce que l'intermittence, c'est pas un métier. Le métier, c'est d'être musicien ou comédien, mais l'intermittence, on croit que c'est un métier, mais ce n'est pas un métier. C'est juste une indemnisation au chômage et une édique. Voilà.
Donc, Alors- est-ce que vous pouvez reprendre, par exemple, sur les 20 dernières années, en ayant quand même une vision comme quoi la personne elle a fait quand même que ça, pour, Alors nous, si vous voulez, sur les accompagnements santé, il n'y a pas ce critère d'avoir eu, c'est ce que je vous dis, on accompagne les professionnels qui ont soit déjà de l'expérience, mais sans vraiment de conditions, soit les personnes qui sortent de formation. Là, les critères de 5 D'accord. ans sur Parce les que 10 vous avez dit dernières années, alors 5 ans sur D'accord. les 10 dernières années, ça c'est dans le cadre Ouais. du fonds de professionnalisation, sachant que justement pour les professionnels qui ont des difficultés de santé, on fait du cas par cas et on peut élargir un petit peu ces conditions d'accès. D'accord, ok. Ben, je vous remercie pour votre réponse là. Parce que ça, c'est important, je pense, de le prendre en compte. Il y a une usure qui se fait déjà, on commence à prendre d'autres métiers, notamment je parle aux femmes qui ont eu un enfant, qui ont donc une cassure. À une époque, c'était même plus, on a réussi à avoir les intermittents qui ont fait qu'on a réussi à avoir des heures. Et après, les heures qui devaient être comptées au titre de la rémunération, ils étaient calculés sur la somme des cachets. Alors, vous imaginez, vous avez fait 40 cachets dans l'année, vous n'avez pas le statut, entre guillemets, anélitique d'intermittent, vous n'êtes pas... Et du coup, c'est rien, ça devient rien, et on ne peut pas vivre avec rien, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est compliqué. Et du coup, il y a une sorte de déchéance, de désaveu, de confiance en soi, et quelque part, c'est une forme de handicap, puisque le handicap, c'est ce qui vous empêche de faire ce que Nous, si vous voulez, la porte d'entrée vers nos dispositifs, ce n'est pas le fait d'avoir l'indemnisation Pôle emploi. Hein. C'est le fait d'avoir une carrière, en fait, dans le secteur. Après, en fonction, c'est pour ça que là, c'est vrai qu'on vous donne beaucoup d'infos et c'est vrai qu'il y a différents dispositifs. En tout cas, sur les accompagnements santé, il n'y a pas de critères spécifiques d'ancienneté. Il n'y a pas le fait d'avoir ou pas, le fait d'être ou pas indemnisé par Pôle emploi. Okay. Oui, parce que là, sur ce que vous disiez en dernier, effectivement, ça s'adresse pour les gens qui sont dans des entreprises, parce qu'avec des employeurs multiples, c'est très, très, très difficile d'avoir une... c'est ce que j'ai indiqué aussi. Par exemple, c'est ça, en fait, la particularité de ce qu'on peut faire, nous, au niveau de la mission handicap, c'est qu'on a quand même une expertise sur les métiers et on arrive justement à intégrer des dispositifs qui n'auraient pas été intégrés sans notre accompagnement. Par exemple, laisser encadrer, ça a été très compliqué à mettre en place. C'était pour un technicien qui avait eu un AVC vraiment important, avec des gros troubles de la mémoire, de la concentration. Et du coup, il avait envie de reprendre. Il était en arrêt maladie, mais il n'était pas sûr de pouvoir. Il s'entendait très bien avec un de ses employeurs. C'est ce qui a facilité les choses en tant que technicien intermittent. Du coup, il a pu faire son essai encadré. Donc, nous, on est aussi là pour déjà, informer sur les dispositifs et deux, accompagner vraiment à faire rentrer dans les cases les artistes et les techniciens qui, en général, ont du mal en fait de rentrer dans ces cases-là. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour les réponses. Merci bien. Alors, là, je vais laisser la parole à Emma qui va maintenant, du coup, donc moi, j'en ai fini avec les dispositifs d'accompagnement professionnel. Donc, Emma va vous présenter les dispositifs financiers. Alors, comme quelqu'un le disait quand on commençait le webinaire, effectivement, quand il y a cette question de maladie, du handicap, on est confronté très souvent donc à des problèmes financiers. Et donc, l'accompagnement que Sarah a pu vous décrire pour pouvoir justement demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est ce même accompagnement qui peut avoir comme objectif aussi de vous aider à obtenir un soutien financier. Donc, on va commencer par les deux aides qui se font le plus, donc l'allocation adulte handicapé et la pension d'invalidité. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, les deux sont différentes. Je dis cela parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent le confondre. Donc, voilà, nous, notre rôle va être d'informer, bien sûr, et puis d'aider à une meilleure constitution du dossier. Alors, pour l'allocation adulte handicapé, donc, l'allocation adulte handicapé, elle sera gérée par la MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées.
qui a donc, en reconnaissant la situation justement administrative de travailleurs handicapés, ouvre les droits à cette allocation-là. Il faut savoir qu'une chose très importante, c'est qu'il faut que le taux d'incapacité, il faut qu'il soit à plus de 80%. Et ce dossier-là, pour demander en fait l'allocation adulte handicapé, c'est fait en même temps que la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et il y a juste, voilà, il y a parfois des cases à cocher, etc., où on ne pense pas, ou des cases où on voit, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, nous, notre rôle, ça va être justement d'aiguiller sur le dossier pour que vous puissiez avoir l'allocation adulte handicapé. À ce jour, l'allocation adulte handicapé, elle est de 903,60 €. Il faut savoir qu'elle est un peu réévaluée de chaque année, en fait. Selon voilà, chaque année, il y a une petite réévaluation qui est faite au niveau de l'allocation adulte handicapé. Alors, l'autre aide qui peut être également demandée, c'est la pension d'invalidité. Là, le point important, c'est qu'il faut qu'il y ait une capacité de travail ou de revenus qui est réduite de manière significative. Et en fait, quand la sécurité sociale dit qu'il faut que ce soit significatif, il faut en fait qu'il y ait 2/3 de votre capacité de travail ou de votre salaire qui n'est plus assuré en fait. Comme vous le savez peut-être, il y a donc 3 niveaux, 3 catégories de validité. Et puis, donc, ce dossier-là, donc, il sera à instruire auprès de la CPAM. C'est un dossier qui est beaucoup plus simple que le dossier pour demander l'allocation adulte handicapé ou pour demander une RQTH, en fait. Alors, le point commun aussi bien pour l'allocation adulte handicapé que pour la pension d'invalidité, c'est un seul, c'est que ce sont des aides qui sont attribuées à titre provisoires et qui peuvent changer en fait selon l'évolution de votre situation, à savoir si vous reprenez par exemple le travail, eh bien il y a une diminution qui peut venir, donc selon vos revenus toujours, il y a un recalcul qui sera fait et il peut y avoir une diminution donc de votre pension d'invalidité ou de l'allocation adulte handicapé, ou vous pouvez même on peut même ne plus vous attribuer, vous pouvez avoir la suppression de vos aides si vos revenus liés à votre activité sont plus élevés finalement. J'ai une question. Oui. C'est juste l'un des deux ou c'est possible d'avoir les deux? Alors, ça dépend de votre situation. D'accord. En fait, la pension d'invalidité, ça dépend en fait vraiment de la situation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir une allocation adulte handicapé, il faut en fait avoir ce taux d'incapacité qui est à 80%. Ou alors, il faut aussi, quelque chose de très important, c'est aussi qu'il faut bien sûr que vous ayez votre RQTH, etc. Parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir de RQTH. Donc, c'est un petit peu sensible, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est une chose, en fait. Pour la pension d'invalidité, c'est une question de revenus. C'est-à-dire, ces deux aides ne vont pas toucher du tout la même chose, en fait. La hache, elle va venir voir un petit peu par rapport à vos revenus où vous en êtes. Est-ce que le taux d'incapacité, il est finalement plus ou moins de 80%? Et la pension d'invalidité, on va toujours venir voir où en sont vos revenus. Mais une fois qu'on a constaté que la capacité de travail, elle a été réduite. D'accord. En fait, la pension d'invalidité, c'est capacité de travail réduite. Oui. D'accord. Alors, ça nous permet de faire des choses différentes. Donc, l'allocation adulte handicapé, par exemple, vous pouvez la demander. Je ne sais pas si c'est votre cas, madame, vous posez une question de manière plus précise, peut-être? C'est pour information. D'accord, c'est pour information, d'accord. Peut-être juste préciser, Emma, qu'en fait, l'allocation adulte handicapé, elle est toujours soumise à vos revenus. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que, alors, des fois, il y a des personnes qui ont l'allocation adulte handicapé. Ensuite, quand il y a une pension d'invalidité qui est aussi mise en place, et ben, en fait, le montant de l'allocation adulte handicapé va être déduit de la pension d'invalidité. D'accord. Donc, voilà.
Oui, donc en fait, c'est possible d'avoir les deux, mais il y Oui. aura un... Ok. Voilà, il y aura un recalcul toujours Il y en aura. fonction Oui, des c'est normal. Voilà, Ok, c'est ok. ça. Et c'est vraiment des critères, voilà, comme l'a dit Emma, c'est des critères différents. C'est deux structures différentes, hein. L'allocation adulte handicapé, la demande est à mettre en place auprès de la MDPH. La pension d'invalidité, la demande est à mettre en place auprès de la sécurité sociale. D'accord. Et donc, on constate qu'il y a des demandes, il y a des gens des professionnels qui ont un accord d'allocation et pas d'invalidité, et inversement, en fait. Voilà. Oui, ça Il y a dépend de la situation, des Exactement. situations, en fait. Exactement. Ok. Oui, vraiment, ça dépend de la situation parce qu'en fait, ce qui va être pris en compte à la base, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est ça. Et quelqu'un parlait tout à l'heure d'une liste aussi. Quand on rentre, vous pensiez peut-être à la liste des maladies professionnelles. Et quand on rentre encore dans ce champ-là, il y a encore des calculs et récalculs à faire, etc. hein. Donc, c'est ce qui fait que nous, on ne va pas forcément aujourd'hui à analyser les calculs. Vous pouvez, par contre, sur le site Amélie, vous pouvez trouver les calculs plus ou moins, beaucoup plus détaillé que la présentation qu'on fait aussi ici. Hein. Vous pouvez les trouver, c'est quelque chose qui se trouve. Ils vont vous parler, ils vont essayer de calculer un salaire moyen. Enfin voilà, il y a des choses comme ça donc que vous pouvez regarder sur le site Amélie si vous souhaitez. D'accord. Merci. Voilà, avec plaisir. Alors, donc, il y a un autre type de soutien financier. Voilà, c'est là où était la slide sur les indemnités journalières et les conditions. Voilà. Il y a donc les indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont permanents, il y a toujours la règle générale en vigueur, c'est-à-dire qu'il faut en fait être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où survient l'arrêt de travail, d'une part, et d'autre part, il faut avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ce qui fait qu'on constate en fait l'invalidité. Ça, c'est pour les personnels permanents qui sont dans le régime général, on va dire. Maintenant, on a fait cette diapo qui est particulière en fait et qui s'adresse plus aux artistes et techniciens donc du spectacle qui sont intermittents. Alors, pour les intermittents, donc, la condition, elle va être un petit peu différente. On va raisonner sur une période de 3 mois ou alors de 12 mois précédant l'interruption du travail. Et on peut raisonner en fait soit en termes de cachets, donc c'est 9 cachets au cours des 3 mois précédant l'interruption du travail, ce qui nous fait 108 heures pour les artistes et 150 heures pour les techniciens. Et si on se met à raisonner donc sur les 12 mois précédant l'interruption du travail, ça peut nous faire, ça se traduit en 36 cachets, donc soit à peu près 432 heures pour les artistes et 600 heures pour les techniciens. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être par rapport aux indemnités journalières? Il y a quelque chose, il y a des observations, des choses que vous avez entendues, qui vous posent question? Moi, j'ai une intervention dans la période qu'on a traversée. Il y a eu beaucoup d'artistes et techniciens qui ont pas pu travailler. Je parle principalement avant la reprise, même si c'est très partiel. Il y a un texte qui est sorti très récemment par le ministère des Affaires sociales, enfin un décret, pour maintenir les droits des personnes des droits à prétendre aux indemnités journalières de sécurité sociale pour les personnes qui ne remplissaient pas les conditions de. Donc, je pense qu'il faut le préciser parce que dans la période, oui, tout à fait, il y a des fragilités particulières. Oui, c'est vrai, merci. Tout à fait. Oui. Tous les arrêts qui sont intervenus, donc là c'est le décret est sorti en juin, je crois, et tous les arrêts maladie, je crois que c'est entre fin 2020 et début 2021 sont d'office en effet indemnisés par la sécurité sociale sans rechercher ces fameuses heures ou ces fameux cachets. C'est le cas pour la maternité aussi. Oui, exactement. Exactement. Par contre, on reste toujours avec le même problème de ceux qui ont perdu leur intermittence justement parce qu'il y avait un épisode, on va dire, au niveau santé mentale, nerveuse, enfin plein de choses comme ça, qui surtout avec le Covid. Est-ce que là, comment ça se passe pour les gens qui ne sont pas indemnisés et qui n'ont pas fait assez d'heures?
Vous l'avez perdu quand, votre régime d'indemnisation? Pas moi. Non, moi, en fait, je pose des questions, je relaye, je suis Alors, en fait, si vous voulez, par rapport à la délégué crise régional au D'accord. syndicat français des artistes, et du coup, je prends les informations, parce que comme c'est quelque chose d'assez nouveau, pour pouvoir après les relayer. Donc, je pose des questions, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas de... Moi, je suis fonctionnaire maintenant. D'accord. Il y a eu un maintien, ça vous avez peut-être entendu parler de l'année blanche pour les. Oui, les les années blanches, c'est ce que je disais, l'année blanche, oui. Donc ça, c'est jusqu'au 31 décembre. À voir. Bon, là, il y a un nouveau décret qui est sorti normalement. Bon, après, là, il y a d'autres mesures qui sont mises en place au vu de la 5e vague. Il y a peut-être des choses qui vont bouger. À Audience, on avait piloté des aides financières exceptionnelles, des fonds. On a eu le fonds du ministère de la Culture, le fonds FUSAT. On a eu un fonds spécifique pour les Netflix, pour les professionnels qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel. On a une aide individuelle exceptionnelle qui est toujours d'actualité. On pourra vous rajouter sur le slide parce que je crois qu'on ne l'a pas noté. Une aide individuelle exceptionnelle au titre des fonds de la retraite Agir Carco qui est encore mobilisable jusqu'au 31 décembre 2021. On vous le rajoutera, on vous rajoutera le lien sur le slide. Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier des années blanches parce que justement, ils n'avaient pas encore fini leurs heures et ils n'ont pas pu remonter justement dans les 15 mois. Donc, ceux qui sont hors les clous, mais qui sont quand même des artistes ou des techniciens du spectacle. Alors, il y a eu les aides. Il y a eu les aides du FUSAT, du ministère de la Culture, justement pour les professionnels qui n'avaient pas réussi à faire leurs heures. Et une autre aide, en fait, il y avait cinq aides différentes dans le cadre du FUSAT. Et une aide justement aussi pour les... Alors ça, peu importe que le professionnel est soit indemnisé ou pas par Pôle emploi, mais une aide en cas d'annulation de contrat. Oui, je sais. Oui. Et après, en cas de grosses difficultés financières, donc je pense qu'Emma va en parler ensuite, il y a la possibilité de mobiliser les demandes d'intervention sociale d'Audience, en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup, rabattu, j'ai l'impression, pendant cette période compliquée, sur nos aides sociales, justement, dont on parlera un petit peu plus tard, que ce soit l'aide exceptionnelle dont Sarah vous a parlé ou l'aide sociale, j'ai envie de dire classique. Après, c'est vrai qu'il faut être vraiment en difficulté pour que nous, on puisse faire une aide sociale, en fait. C'est une aide de type social, justement. Il faut qu'on puisse la justifier. C'est OK? D'accord, merci. OK, d'accord, très bien. On peut avancer donc vers les aides donc, de la GFIP. Alors, elles sont en fait accessibles, ces aides de la GFIP, pour toute personne qui a besoin, bien sûr, mais qui a aussi la RQTH. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est que c'est une aide ce sont des aides qui peuvent être mobilisables par la personne elle-même, c'est-à-dire vous pouvez aller sur le site de la GFIP et télécharger le dossier de l'aide qui correspond. Elles peuvent aussi être accessibles à travers un conseiller à Cap Emploi ou Samet. Il y a certaines aides qui ne sont faites que par un conseiller Cap Emploi ou Samet. Donc voilà, ça reste vraiment à voir selon la nature d'aide. Alors, on vous a mis aussi le site qui vaut la peine d'être connu à mon sens, parce que voilà, concrètement, quand on va en fait sur le site de la GFIP, parfois on a un peu du mal à se retrouver. Par contre, sur les sites qu'on a mis à côté, monparcourshandicap.gouv.fr, vous avez en fait un aperçu beaucoup plus clair des aides. Donc, même à titre d'information, si vous souhaitez y aller, vous avez un aperçu extrêmement rapide des aides qui existent. Alors, il faut souligner que ce sont des aides qui peuvent être donc accessibles aux personnes handicapées ou alors aux employeurs. Quelques exemples d'aides donc qui sont destinées à la personne, avec donc toujours la RQTH. Ce qui est fait le plus souvent, ce qui est pas mal demandé, c'est tout ce qui concerne les aides humaines ou les aides techniques. L'aide humaine ou technique, ça va être par exemple quelqu'un qui peut vous aider dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle ou lors d'une formation. Ou alors, les aides techniques, c'est quelque chose qui va concerner, par exemple, le matériel spécifique pour des personnes malvoyantes ou malentendantes.
voilà, je donne un peu des exemples comme ça. Une autre aide qui est assez fréquente, c'est l'aide qui est faite pour pouvoir assurer les déplacements. Peu importe la nature des déplacements, à partir du moment où quelqu'un, en fait, a du mal à se déplacer, il a en fait le droit d'avoir la compensation de son handicap. Donc, tout ce qui va venir après comme aide au niveau de déplacement, sur les aides humaines ou techniques, là, donc, c'est basé justement sur cette idée de compensation vis-à-vis de son handicap, en fait. Hein. Une aide aussi qui mérite d'être soulignée, c'est l'aide à la création d'entreprises. C'est une aide qui peut aller jusqu'à 6 000 euros. Elle est attribuée une fois, bien sûr, hein, parce que parfois, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent avoir l'envie de créer plusieurs activités, mais c'est une fois en principe. Et donc, c'est une aide qui peut être mobilisée, par exemple, par la GFIP. Enfin, c'est un dossier qui est fait très souvent, d'ailleurs, avec un accompagnement Cap Emploi. Et puis, il y a l'aide qui est demandée au bout du projet, en fait, hein, pour parler concrètement un petit peu comment ça se fait. Alors, les aides destinées aux employeurs, il y a donc celle qui est pas mal utilisée, c'est l'aide à l'adaptation des postes de travail et toute aide pour le maintien dans l'emploi. Il y a certaines aides au niveau du recrutement aussi. Voilà, il y a quelques années, on avait plus d'aides destinées aux employeurs. Il y a 4-5 ans environ, ces aides-là, il y en a quelques-unes qui ont été supprimées. En tout cas, on peut avoir vraiment un aperçu très, très clair quand on va sur monparcourshandicap.gouv.fr. Hein. Donc, justement, par la suite, on peut avancer un petit peu plus sur d'autres dispositifs, que ce soit donc qui sont proposés par le service d'accompagnement social d'audience ou par la prévoyance donc d'audience. Alors, c'est là où on disait que pendant les périodes difficiles où il n'y a pas vraiment d'autres solutions, où on ne peut pas faire un complément d'indemnisation, on va venir effectivement solliciter les aides sociales d'audience. Donc, on vous donnera les coordonnées, bien sûr, comme pour tous les autres services. Hein. Donc, ça peut être des aides au niveau de la sphère professionnelle en relation avec le handicap. Il nous arrive, par exemple, d'aider, de cofinancer tout ce qui est appareillage auditif, le bureau adapté, ou alors ça peut concerner aussi la sphère un peu plus personnelle pour différents aménagements. Voilà, donc ça peut être un aménagement au niveau du logement, par exemple. Alors, comme je vous disais, en fait, juste un peu avant, il faut effectivement qu'on puisse justifier une aide de nature sociale. Donc, ça veut dire que voilà, il faut une situation financière qui va être effectivement compliquée en fait. Hein. Donc, l'idée, c'est d'accompagner un petit peu quand il y a un accident de la vie où on ne peut pas justement faire appel à d'autres types d'aides, tout simplement parce qu'elles n'existent pas. Alors, ensuite, on a bien sûr les aides qui peuvent venir d'audience prévoyance, donc c'est la prévoyance d'audience. Pour les permanences, c'est en fonction du contrat souscrit par l'employeur ou par les salariés. Et puis, c'est pour les artistes et techniciens intermittents. Il y a une garantie en cas d'incapacité temporaire d'un total de travail. Et il peut y avoir un versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il faut effectivement avoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et en gros la prévoyance va venir intervenir par-dessus, en fait, on va venir compléter l'aide qui est versée, en fait, les indemnités journalières qui sont en fait versées par la Sécu. Ça, c'est un petit peu au niveau de la prévoyance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a pareil des questions, des observations, des interrogations avant qu'on puisse voir la suite? Oui, je veux bien demander en fait l'histoire d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En fait, elles viennent tardivement en fait. En fait, moi, j'ai eu mon accident le 18 septembre et j'ai toujours pas de dossier, j'ai toujours pas d'allocation de la Sécu. Alors là, en plus, ça s'est passé pendant la période c'est cette année, c'est ça, hein, J'étais sous contrat d'un employeur. Un employeur qui fait de la série de fiction.
Donc, dans les fictions, on signe un contrat sur la préparation du film et on signe un autre contrat sur le tournage du film. Et donc, j'étais en préparation. Et en gros, l'entreprise, après, elle a vraiment pas joué tellement le jeu pour me dire que j'étais prévue pour la période de tournage. Ce qui fait que moi, je savais pas que je pouvais demander des aides à audience. Et donc, j'attendais la sécurité sociale. J'ai fait mon arrêt de travail, machin. Votre arrêt a duré combien de temps? Pendant 6 semaines. Donc j'ai pas travaillé. J'ai pas pu aller jusqu'à la fin du contrat, qui était jusqu'au 21 octobre, si j'avais fait le tournage. Bon, bref, ce qui fait que j'étais pas au Pôle emploi, donc pas indemnisée. J'ai pas touché. Oui, il y a un décalage. Ah bah, il y a un total décalage. Et en plus, moi, j'ai fait l'arrêt de travail parce que j'ai appelé mon assurance personnelle. Effectivement, je pouvais demander des indemnités parce que c'est un accident de la circulation. Enfin bref, donc je suis sur un dossier comme ça. Finalement, voilà, la Sécu, là, ils sont en train de traiter les dossiers du 15 septembre. Alors, c'est quand même vraiment d'une lenteur. Oui, ça on est au courant. Je vous ai rajouté là le lien avec sur la plateforme pour l'aide individuelle exceptionnelle. Je pense que vous pouvez mobiliser ce dispositif-là, qui est assez simple à mettre en place. En fait, il faut mettre en avant que par rapport à la crise sanitaire, et vous d'autant plus avec cet arrêt maladie, il y a eu une déstabilisation de votre budget. Oui. Et vous verrez, le dossier est vraiment simple à remplir. On vous demande de justifier. C'est pas un gros dossier comme une demande d'intervention sociale classique. Là, c'est vraiment une plateforme d'urgence et les aides sont traitées assez rapidement. Mais comme j'ai fait une demande par ailleurs auprès des assurances. C'est pas grave. Oui, mais en attendant, pour l'instant, vous n'avez pas de revenus. Donc, n'hésitez pas à mobiliser. Après, après, c'est mes collègues qui. Et juste aussi, j'ai aucune idée, puisque c'est la première fois de ma vie que je fais un arrêt de travail. Donc, je n'ai aucune idée de comment sont calculés. En fait, quand on est intermittent, ils m'ont demandé les 12 derniers mois de paye. Mais après, ça fait une moyenne de salaire. Enfin, j'ai un salaire journalier, on va dire, mais je ne sais pas sur quoi ils calculent, en fait, l'indemnité. Ce qui est compliqué, c'est que, oui, c'est 50%, mais que de vos salaires, pas de Pôle emploi. Oui, je comprends, mais c'est déjà de mes salaires touchés et c'est par rapport à un salaire journalier que c'est calculé. Oui, c'est une IJ journalière, ouais. Et en plus, elle est plafonnée. L'indemnité journalière de la Sécu est plafonnée. En général, il y a quand même une forte baisse de revenus par rapport à votre indemnisation. Non, c'est même pas indiqué nulle part. C'est-à-dire qu'au moins, on puisse savoir, même si c'est 3 mois après qu'on va toucher 40 € par jour, c'est déjà quelque chose à savoir. On n'a aucune information de ça, quoi. Alors, vous avez un simulateur sur. J'aimerais bien aussi terminer, c'est que maintenant, il y a quand même un énorme souci, c'est que tout est dématérialisé. On n'a aucune information. On peut avoir personne. Si on remplit pas, si on n'est pas rouge ou bleu, si on est orange, on l'a un peu dans l'os à chaque fois. On est déjà en situation de fragilité. En plus, on n'a pas grand monde à qui s'adresser. Il n'y a pas un seul numéro de téléphone. Alors, je comprends, la volonté de tout dématérialiser, c'est plus personne. Mais moi, ça met quand même les gens dans des situations d'angoisse qui sont un peu compliquées quand même. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous aviez compris, mais en fait, je parlais de ça. Je parlais de. Parce que même, je dirais maintenant, il y a plus d'informations qu'avant, parce que maintenant, il y a des simulateurs. Avant, il y avait même des personnes à la sécurité sociale qui ne savaient pas que pour les intermittents ou les gens qui étaient indemnisés, il y avait, on prenait pas que les salaires et après on divisait. Et il y avait un autre calcul à faire. C'est-à-dire que des fois, il fallait amener la preuve de ça, le livre. C'était compliqué. Maintenant, quand même, c'est plus simple et les gens sont plus formés pour vous répondre selon les cas, quoi. Donc, je dirais que ça va quand même mieux. On a poussé pour que ça aille mieux, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à nous quand il y a des situations justement compliquées, pour que nous, on puisse faire fonctionner aussi la plateforme dont je vous ai parlé et voir des fois pourquoi ça bloque, à quel niveau, etc.
Moi, j'avais un peu une réponse à apporter à différents éléments. Là, sur tout ce qui est indemnité journalière, maladie, maternité, accident de travail, etc., il y a une circulaire de la sécurité sociale qui existe, qu'on peut vous communiquer d'ailleurs, hein, qui précise les modes de calcul, qui font un rappel des textes, etc. Alors, elle n'est peut-être pas exhaustive, mais elle donne des indications quand même très précises. Donc ça, je n'ai pas de difficulté à les renvoyer. Et puis, pour ceux qui sont à la CGT, je rappelle qu'on a des camarades qui siègent à la CARSAT, qui siègent aussi à la CNAM-TS, donc sur les indemnités journalières maladie. Quand il y a des problèmes de traitement de dossier, et à audience, effectivement, mais quand il y a des problèmes de traitement de dossier, il faut les faire remonter à la fédération. Moi, on a des relais, hein. On peut pousser aussi à d'autres endroits, parce que c'est pas normal, je suis d'accord, qu'on mette 6 mois à obtenir des indemnités journalières, et dans la période, c'est insupportable, quoi. Texte qu'on est dans des métiers déjà fragiles avec des emplois pas fixes, des employeurs divers, et en même temps, 6 mois, il y en a qui sont obligés, s'ils n'ont pas de compagnon ou de famille, de larguer leur appart, quoi. Donc, Oui. alors que franchement, là, on a beaucoup poussé pour que ça avance. Et effectivement, si on arrive à trouver des simulateurs, et il faut effectivement passer par audience, c'est le mieux, quoi. C'est le plus simple, puisque à la CGT, on a des camarades qui siègent à l'audience, comme on a dit mon collègue, là, une camarade. Et ça aide quand même. Ça fonctionne mieux qu'avant, où c'était vraiment un no man's land terrible, quoi. Oui, et puis voilà, nous, on peut aussi articuler avec tout le réseau et faire le lien avec la prévoyance. Il y a beaucoup d'artistes et techniciens intermittents qui ne sont pas au courant de notre garantie au niveau de la prévoyance. Donc, on fait le lien avec la prévoyance, on fait le lien avec l'action sociale en cas de grosses difficultés financières. S'il y a besoin, alors Emma en a parlé, hein, les aides de l'action sociale, ça peut aussi être par rapport en lien avec la situation de handicap, ça peut être aussi s'il y a des besoins en termes, je sais pas, d'aménagement du logement. En lien avec la situation de handicap, on peut aussi intervenir. C'est à la fois pour le professionnel et le personnel, les soutiens de l'action sociale. J'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que donc le PowerPoint là, que vous avez présenté, on pourrait nous le mettre à disposition de nos adhérents de l'association MAD, Métiers associés du décor, ne serait-ce que pour qu'ils aient, ou alors juste peut-être une des pages avec, Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est si vous pensez que le sujet peut intéresser un certain nombre des adhérents, on peut aussi organiser un webinaire. On l'a fait pour l'AFA, par exemple. Ouais. Donc après, on peut organiser ça. Hein. Le problème qu'on a, nous, en ce moment, c'est qu'avec le Covid, donc avant, on était une association qui nous réunissions tous les mois en présentiel. Et puis avec le Covid, on a beaucoup plus de mal à le faire. Et les gens travaillent énormément, sont un peu tous pris par beaucoup de... En fait, l'audiovisuel n'a jamais aussi bien fonctionné depuis le Covid. On se retrouve sur des séries sans fin avec des gens qui bossent comme des tarés, qui sont assez épuisés. Et du coup, on constate que les réunions associatives qu'on a essayé de maintenir en Zoom, il y a peu de monde. D'accord. Je ne suis pas vraiment sûre que... Après, on peut voir sous quelle forme. C'est-à-dire que vous souhaiteriez mettre le support sur le... Oui, sur le site, au moins pour que les gens aient un lien, que ce soit un petit onglet ressources pour savoir, pour avoir quelques éléments en tous les cas, au cas où. Ce que vous pouvez mettre, alors le support c'est peut-être un peu compliqué. Ce que je peux vous transmettre, c'est le flyer de la mission handicap. Par exemple, oui, ça pourrait être bien. Et ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre. Oui, très volontiers. Voilà. Alors, vous avez mes coordonnées. Hein. Ghislain, vous pourrez transmettre le support aux personnes qui ont assisté. Oui. Du coup, là, on va envoyer le support à Ghislain. Comme ça, vous aurez mes coordonnées. Envoyez-moi un mail et je vous transmettrai du coup le flyer. Et ça, il n'y a pas de souci. Vous pourrez, bien au contraire, vous pouvez relayer l'information. Mais relayer le support tel que, sans explication ni rien, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après je ne sais pas si toutes les personnes présentes s'étaient inscrites. Donc, pour des raisons pratiques, si... Ah oui.
envoyer un petit mail à la Fédération du spectacle pour qu'on vous renvoie le support, parce que sinon, j'aurais du mal à identifier tout le monde. Bah, après, peut-être que tout le monde s'est inscrit, hein, mais comme je vois pas les noms des personnes. Moi non plus. C'est qui parle Voilà. de la Fédé, là? C'est C'est Guilain, monsieur. je suis le secrétaire général adjoint de la Fédé, Jérôme. Ah, Voilà. d'accord, ok. Bon. Travaillé au Du SFA coup, oui. avant. Ouais. Bah oui, donc on se connaît, oui. Mais ton nom de famille, c'est Gauthier. Guilain Guilain Gauthier. Gauthier. Voilà. Eh ben oui, voilà, enchanté. Ah oui, donc c'est bien. Voilà. Alors, C'est cool. je vous ai laissé, là, je pense que vous voyez la dernière slide. Vous avez mon mail et celui d'Emma. Donc, n'hésitez pas déjà à le noter et puis voilà, à nous recontacter si besoin. Et est-ce que vous pensez que du coup, pareil, si j'ai un flyer, Cap Emploi du coup comprendrait un peu mieux Alors, vous êtes au Cap Emploi de Paris, vous êtes à quel Cap Emploi? Non, à Clermont-Ferrand. Ah, vous êtes en région. Oui. Alors peut-être que du coup, c'est pas pareil, quoi. Bah, en fait, si vous voulez, alors la plateforme dont je vous ai parlé, on l'a d'abord développée sur Paris, donc en lien avec Cap Emploi de Paris. Là, on est en train de la développer sur Lyon, avec aussi Contact à Lyon. On l'a développée en région PACA. Alors, n'hésitez pas à donner mes coordonnées, par contre, à votre conseiller. Et il n'y a pas de souci. Comme ça, je pourrais aussi lui expliquer, nous, voilà, comment on fonctionne, ce qu'on peut également vous apporter. Parce qu'en effet, en région, ils n'ont peut-être pas. Clairement, en même temps, il y a le festival du court-métrage. Oui. Ils ont peut-être des contacts avec des professionnels de nos secteurs, mais n'hésitez pas, bien sûr, à transmettre nos coordonnées. D'accord, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Donc, on va transmettre du coup le support qui vous sera transmis. Notez également nos mails et n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Merci à toutes et tous. Et puis, merci à vous. À très vite. N'hésitez pas à revenir vers les services d'audience. Allez. Merci. À bientôt. À bientôt, Guilain. Guilain. Merci bien pour ce mise à jour là. Ouais, voilà. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.